Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'an 1800. Dans l'imaginaire collectif, cette année-là n'appartient qu'à un seul homme, Napoléon Bonaparte. On nous a raconté l'histoire du passage des Alpes, de l'héroïsme et de la victoire éclatante de Marengo. Mais il y a un problème avec cette version officielle. Marengo n'était pas un chef-d'œuvre, c'était un chaos, une défaite quasi certaine, transformée en victoire in extremis par le sacrifice d'un autre général et par une chance insolente. La vérité, c'est que pendant que Bonaparte jouait le destin de la France à pile ou face dans les plaines d'Italie, le véritable sort de la guerre se décidait ailleurs. Loin des regards, sous les cieux glacials de Bavière, un autre géant français préparait ce qui reste peut-être, à ce jour, la manœuvre la plus parfaite et la plus létale de toute l'histoire militaire de la Révolution. Ce n'était pas une victoire politique. C'était une exécution. Une démonstration de puissance brute qui allait briser la colonne vertébrale de l'Autriche et mettre l'Europe à genoux pour de bon. Cette bataille a un nom qui sonne comme le glas pour nos ennemis, Hohenlinden. Pourquoi ce triomphe absolu est-il moins célèbre que le bourbier de Marengo? Parce qu'il a été remporté par le seul homme que Napoléon craignait vraiment. Un rival dont le génie tactique menaçait l'éclat du futur empereur, le général Jean-Victor Marie Moreau. Aujourd'hui, sur l'héritage de fer, nous allons rouvrir le dossier que la propagande impériale a tenté de refermer. Nous allons plonger au cœur d'une forêt sombre, par moins 10 degrés, au milieu d'une tempête de neige aveuglante. Là où 60 000 Français n'ont pas seulement vaincu l'ennemi, ils l'ont pulvérisé. Préparez-vous car vous allez découvrir comment la grande nation a forgé sa légende dans la glace et le sang. Voici l'histoire de la victoire oubliée qui a sauvé la France. Pour comprendre la magnitude du séisme qui va se produire, il faut d'abord effacer la carte de l'Europe telle que vous la connaissez aujourd'hui. Nous sommes à l'automne de l'an 1800. La France est une république acculée, une nation qui se bat seule contre tous. Une coalition de monarchies, financée par l'or anglais, a juré la perte de la Révolution. Leur objectif est simple, brutal, envahir le territoire national, marcher sur Paris et restaurer l'ancien monde par la force des baïonnettes. À ce moment précis de l'histoire, tous les regards sont braqués sur l'Italie. C'est là-bas que le premier consul Bonaparte, dans un coup d'éclat médiatique dont il a le secret, a franchi le col du Grand Saint-Bernard. C'est une image d'Épinal magnifique, certes, mais d'un point de vue purement militaire, stratégique, le véritable front, le front mortel, le front qui peut faire tomber des empires, ce n'est pas l'Italie, c'est l'Allemagne. C'est la route du Danube. C'est la voie royale qui mène directement au cœur de la puissance autrichienne, Vienne. Et sur ce front décisif, la France n'a pas envoyé une armée de conscrits assemblés à la hâte. Non, elle a déployé son élite absolue. L'armée du Rhin. Il faut que vous saisissiez bien la différence entre les troupes de Bonaparte et celles de Moreau. L'armée de Napoléon en Italie est rafistolée, manque de tout. Elle vit sur le pays et sur l'audace de son chef. L'armée du Rhin, elle, est une machine de guerre professionnelle, huilée, disciplinée, terriblement efficace. Ces soldats sont des vétérans qui ont vu l'enfer des années précédentes. Ils ne se battent pas pour la gloire d'un homme, ils se battent pour la République, avec une ferveur froide et méthodique. Ils regardent d'ailleurs les exploits de Bonaparte avec un certain scepticisme, voire une pointe de dédain. Pour eux, la vraie guerre, la guerre sérieuse, se fait ici, face au gros des forces ennemies. À la tête de ces 100 000 hommes d'acier, il y a Jean-Victor Marie Moreau. C'est un personnage fascinant, l'antithèse parfaite de Napoléon. Là où Bonaparte est électrique, nerveux, rapide comme l'éclair, Moreau est un roc, calme, calculateur, fumant son cigare au milieu de la mitraille. Il possède une vision du champ de bataille qui frôle la prescience. Il ne cherche pas l'éclat, il cherche l'efficacité. Il ne veut pas humilier l'ennemi par des mots, il veut l'anéantir par la manœuvre.
Et en cette fin d'année 1800, Moreau a un plan. Il sait que pour vaincre, il ne doit pas se contenter de repousser les Autrichiens, il doit les détruire. Face à lui se dresse la gigantesque armée impériale du Saint-Empire. 120 000 soldats, une cavalerie réputée invincible et une artillerie nombreuse. Mais cette armée souffre d'un mal incurable, l'arrogance. À sa tête, l'empereur François II a placé son frère, l'archiduc Jean. Jean est un jeune homme de 18 ans. 18 ans. Il est plein de fougue, certes, mais totalement inexpérimenté. En réalité, il n'est qu'une marionnette entre les mains de son chef d'état-major, le général Weyrother. Retenez bien ce nom, Weyrother. C'est le genre de théoricien militaire qui dessine des plans parfaits sur des cartes dans des salons chauffés, mais qui ne comprend rien à la boue, au sang et à la friction du réel. C'est ce même Weyrother qui, 5 ans plus tard, conseillera les Russes à Austerlitz et les conduira au désastre. Ici, à Hohenlinden, il va faire sa première répétition générale de l'échec. Les Autrichiens sont persuadés que les Français sont à bout de souffle. Ils interprètent le calme de Moreau comme de la passivité, voire de la peur. Weyrother a convaincu le jeune archiduc que l'armée du Rhin est en train de se débander, qu'elle cherche à fuir vers la France. Dans les états-majors autrichiens, on ne parle plus de bataille, on parle de poursuite. On s'imagine déjà entrer dans Munich en libérateur, puis foncer vers le Rhin. Ils sont grisés par leur propre propagande. Ils ont oublié la règle d'or de la guerre, ne jamais sous-estimer un prédateur qui recule. Car Moreau ne recule pas par faiblesse. Il recule pour mieux sauter. Il attire l'ennemi. Il cède du terrain, kilomètre après kilomètre, abandonnant des positions qui semblent avantageuses. C'est une danse macabre. Il les tire vers lui, loin de leur base, étirant leur ligne de ravitaillement, les fatiguant dans des marches forcées. Il les attire vers un point précis de la carte de Bavière, un endroit qu'il a repéré et analysé avec la précision d'un géomètre. Un plateau situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Munich. Au centre de ce plateau se trouve le village de Hohenlinden. Mais le véritable piège n'est pas le village. Le piège, c'est ce qui l'entoure. La forêt d'Ebersberg. Imaginez une forêt dense, sombre, impénétrable. Un océan de sapins noirs et de sous-bois touffus, traversé par une unique grande route d'ouest en est, et quelques sentiers boueux à peine praticables pour des charrettes, encore moins pour des canons. C'est un terrain de cauchemar pour une armée du XVIIIe siècle qui a besoin d'espace pour déployer ses lignes de fusiliers. C'est un entonnoir géant. Et c'est exactement là que Moreau veut que les Autrichiens s'engouffrent. Nous sommes maintenant fin novembre 1800. L'armistice qui tenait encore à peu près est rompu. La guerre reprend ses droits. Et comme si les dieux de la guerre voulaient ajouter une dimension dramatique à l'affrontement, le climat s'en mêle. L'hiver bavarois s'abat sur la région avec une violence inouïe. La température chute brutalement. La pluie glaciale transforme les routes en bourbiers infâmes, où les bottes s'enfoncent jusqu'aux chevilles et où les chevaux s'épuisent à tirer les affûts de canon. Dans le camp autrichien, l'ambiance est à l'euphorie délirante. L'archiduc Jean, galvanisé par les rapports erronés de ses éclaireurs, ordonne l'offensive générale. Il veut écraser Moreau avant qu'il ne puisse s'échapper. Son plan est d'une simplicité qui confine à la stupidité. Il va lancer toute son armée, 120 000 hommes, directement à travers la forêt d'Ebersberg pour déboucher sur la plaine de Hohenlinden et culbuter les Français. Il divise ses forces en 4 colonnes. Mais attention, ce ne sont pas 4 colonnes qui peuvent se soutenir mutuellement. La forêt est si dense que les colonnes seront isolées les unes des autres, incapables de communiquer, incapables de se voir. La colonne principale, celle qui emprunte la grande route, compte à elle seule des dizaines de milliers d'hommes, suivis par des centaines de caissons d'artillerie et de bagages. C'est un serpent gigantesque, aveugle et lourd, qui s'apprête à entrer dans un tube étroit. Moreau, lui, est positionné à la sortie de la forêt, sur le plateau découvert autour de Hohenlinden.
Il a disposé ses divisions en demi-cercle, attendant la sortie du débouché. Il a avec lui des généraux dont les noms résonnent comme le tonnerre. Ney, le brave des braves, est là. Grouchy, dont le destin tragique se jouera 15 ans plus tard à Waterloo, est là aussi. Et ce jour-là, il sera irréprochable. Grenier, un tacticien solide. Et surtout, Richepense. Gardez ce nom en tête. Richepense. C'est lui qui va jouer le rôle du destin. Le 2 décembre au soir, la neige commence à tomber. D'abord fine, elle devient rapidement tempête. Le vent hurle à travers les cimes des sapins. La visibilité tombe à zéro. Les soldats français bivouaquent dans la boue gelée, sans feu pour ne pas trahir leur position, enveloppés dans leurs manteaux bleus raidis par le gel. Ils nettoient leurs mousquets, vérifient leurs pierres à fusil et attendent. Le silence est pesant, seulement brisé par le craquement des branches sous le poids de la neige. Ils savent que l'ennemi est là, tout proche, caché par le rideau blanc et par la nuit. Moreau réunit ses généraux pour les dernières instructions. La scène est digne d'un tableau de maître. À la lueur vacillante d'une lanterne, sous une tente battue par les vents, il leur expose son plan. Ce n'est pas une simple défense qu'il prépare. C'est une manœuvre d'anéantissement. Il sait que les Autrichiens vont sortir de la forêt en désordre. Son ordre est simple, tenir face à la sortie de la forêt, fixer l'ennemi, le laisser s'empiler, s'entasser à la lisière des bois. Et pendant ce temps, Richepense et Decamps devront effectuer un mouvement audacieux, presque suicidaire vu les conditions météo, contourner la forêt par le sud et frapper les Autrichiens dans le dos alors qu'ils seront encore engagés dans les défilés boisés. C'est un pari risqué. Si la ligne de front française cède sous la pression numérique des Autrichiens avant que la manœuvre de contournement ne réussisse, Moreau sera balayé. Si Richepense se perd dans la tempête et la forêt, Moreau sera balayé. Mais le général français a une confiance absolue dans la supériorité qualitative de ses hommes. Il sait que le terrain est son allié. Il a transformé la forêt d'Ebersberg en un allié de la France. Au petit matin du 3 décembre 1800, l'aube peine à se lever. Le ciel est gris plomb. La neige tombe à l'horizontale, fouettant les visages. Les sentinelles françaises, les yeux plissés, scrutent l'orée sombre de la forêt. Et soudain, ils les voient. Ou plutôt, ils les entendent d'abord. Le piétinement sourd de milliers d'hommes, le cliquetis des armes, les ordres hurlés en allemand. Puis les premières silhouettes blanches émergent des arbres. Les uniformes blancs de l'infanterie autrichienne se confondent presque avec la neige, mais les casques et les baïonnettes scintillent. L'avant-garde autrichienne sort des bois, confiante, pensant tomber sur une arrière-garde en fuite. Ce qu'ils trouvent à la place, c'est un mur de feu. L'artillerie française, positionnée en batterie sur les hauteurs, ouvre le bal. Dans un fracas épouvantable qui fait trembler le sol gelé, la mitraille déchire les premiers rangs autrichiens. La surprise est totale. Au lieu de fuyards paniqués, les Autrichiens se heurtent à des lignes d'infanterie française impeccables, immobiles, prêtes à mordre. Les premiers assauts autrichiens sont brisés net, mais la masse qui pousse derrière est énorme. La colonne principale autrichienne continue d'avancer sur la route, poussant ceux de devant, ignorant qu'elle s'enfonce dans un cul-de-sac mortel. Les généraux autrichiens, aveuglés par la forêt et la neige, ne comprennent pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il s'agit d'une résistance isolée. Ils ordonnent d'avancer encore et encore. Ils injectent des milliers d'hommes dans l'entonnoir. La bataille de Hohenlinden vient de commencer, mais ce n'est pas une bataille conventionnelle. C'est un combat sauvage, confus, où la technologie militaire s'efface devant la brutalité primitive. Dans les sous-bois, les lignes se disloquent. On se bat homme contre homme, à coups de crosse, de baïonnettes et même à main nue. La fumée de la poudre noire stagne entre les arbres, se mêlant aux flocons de neige, créant un brouillard artificiel où l'on tire sur des ombres. Les officiers français, épées au clair, maintiennent la cohésion.
Ne reculez pas d'un pouce! Vive la République! Hurlent les sergents. Sur le front principal, Ney et Grouchy subissent une pression infernale. Ils sont en infériorité numérique d'1 contre 3. Les vagues blanches autrichiennes sortent de la forêt comme une marée inépuisable. Les canons français tirent à mitraille, fauchant des allées entières dans les rangs ennemis, mais les trous sont aussitôt comblés. La ligne française plie, elle ondule, mais elle ne rompt pas. C'est la flexibilité de l'acier trempé. Moreau, au centre du dispositif, observe, impassible. Il reçoit des rapports alarmants. « Mon général, la division Grandjean est à la limite de la rupture. Mon général, nous manquons de munitions. » Moreau ne scie pas. Il regarde sa montre. Il regarde vers le sud, vers la lisière de la forêt où Richepense est censé apparaître. Il sait que tout se joue maintenant. Il sait que le piège doit se refermer, ou ils mourront tous ici. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la forêt, loin du fracas principal, le drame se noue. La division Richepense est en marche. Mais ce n'est pas une marche, c'est un calvaire. Les hommes avancent dans une neige qui leur arrive aux genoux, trébuchant sur les racines, glissant dans la boue. Les canons s'enlisent et les chevaux hennissent de terreur. Richepense, un homme d'une énergie féroce, est partout à la fois. Il encourage, il menace, il pousse ses hommes au-delà de l'épuisement. Il sait qu'il est en retard. Il sait que ses camarades meurent sur le plateau. Soudain, un événement imprévu se produit, un de ces hasards qui changent le cours de l'histoire. Alors que Richepense progresse péniblement pour contourner l'ennemi, une colonne autrichienne latérale, qui s'était perdue dans le labyrinthe forestier, débouche sur son flanc et coupe sa division en deux. Imaginez la scène. Richepense se retrouve avec la moitié de ses hommes, isolés, coupés de ses arrières. La logique militaire voudrait qu'il s'arrête, qu'il fasse demi-tour pour rétablir ses lignes, pour sauver ses bagages. N'importe quel général ordinaire aurait fait cela, s'arrêter, sécuriser. Mais Richepense n'est pas un général ordinaire. Il est un enfant de la Révolution. Il comprend l'intention suprême de Moreau. Il prend alors une décision d'une audace folle, une décision qui mérite d'être inscrite au panthéon de la gloire militaire. Au lieu de se retourner pour affronter la menace sur ses arrières, il l'ignore. Il abandonne la moitié de sa division à son sort. Il ordonne à ses troupes de tête « En avant! Toujours en avant! Nous ne regardons pas derrière !» Il sait que la victoire est devant, au cœur de la colonne ennemie principale. C'est un acte de foi absolu. Avec une poignée de bataillons furieux et déterminés, il fonce droit vers la route principale, droit vers le dos de l'archiduc Jean. Les Autrichiens, qui luttent péniblement sur la grande route encombrée de chariots, entendent soudain une fusillade éclater derrière eux. Au début, ils pensent à une erreur, à des tirs amis dans la confusion de la tempête. Mais les cris « Vive la France !» se rapprochent. La panique, ce poison lent qui détruit les armées, commence à s'infiltrer dans les rangs autrichiens. Comment est-ce possible? Les Français sont devant, comment peuvent-ils être aussi derrière? Richepense débouche sur la route principale comme un boulet de canon. Il ne cherche pas à manœuvrer, il charge. Baïonnette au canon, ses hommes se jettent sur les flancs de la colonne autrichienne, au milieu des caissons d'artillerie et des bagages. C'est le chaos absolu. Les conducteurs de chariots autrichiens, terrifiés, coupent les traits des chevaux pour s'enfuir, bloquant la route. Les canons ne peuvent plus avancer ni reculer. L'armée autrichienne, ce gigantesque serpent qui pensait étouffer Moreau, vient de se faire trancher la queue. Au même moment, sur le plateau, Moreau voit le trouble dans les lignes ennemies. Il voit l'hésitation, le flottement. Il comprend que Richepense a réussi. C'est l'instant décisif. L'instant où le prédateur saute à la gorge. Il se tourne vers ses généraux, vers Ney, vers Grouchy, et il prononce ces mots qui vont sceller le destin de l'Autriche. Il ne demande pas d'avancer prudemment. Il ordonne la curée. Chargez, chargez à fond. Et là, mes amis, ce qui se passe défie l'imagination. Toute la ligne française qui subissait les assauts depuis des heures
se lève d'un seul bloc. Les tambours battent la charge, un son frénétique qui couvre le hurlement du vent. Ney s'élance en tête, ses cheveux roux flamboyants comme une torche dans la grisaille. La cavalerie lourde française, les cuirassiers, sabres au clair, ébranlent le sol. Ils font sur une armée autrichienne qui est soudainement passée de l'offensive à la paralysie totale, prise en sandwich, comprimée. Les Autrichiens sont bloqués devant par la fureur de Ney et hachés menus par derrière par la rage de Richepanse. Ils sont piégés dans la forêt, incapables de se déployer, incapables de fuir. La cohésion de l'armée impériale se désintègre en quelques minutes. Ce n'est plus une armée, c'est une foule. Une foule terrifiée, gelée, qui cherche désespérément une issue qui n'existe pas. Les soldats autrichiens jettent leurs fusils. Ils abandonnent leurs canons. Des régiments entiers lèvent les bras, implorant pitié. D'autres tentent de fuir à travers les bois, mais ils sont traqués par les hussards français qui slaloment entre les arbres. Le massacre est terrible, mais il est la conséquence inévitable d'une erreur stratégique majeure punie par une exécution tactique parfaite. L'archiduc Jean lui-même manque de peu d'être capturé, fuyant honteusement le champ de bataille, laissant ses hommes à leur triste sort. Lorsque le soleil tente enfin de percer les nuages en fin d'après-midi, le spectacle est apocalyptique. La neige immaculée de Bavière est devenue rouge et noire. Des milliers de cadavres jonchent la route et les sous-bois. Des dizaines de canons autrichiens, ces pièces d'artillerie dont ils étaient si fiers, sont alignés, muets, capturés par les Français. Les colonnes de prisonniers s'étirent à l'infini. Le bilan est sans appel et il donne le vertige. L'armée autrichienne a perdu près de 1800 hommes. Tués, blessés ou capturés, 18 000. C'est une saignée. En face, les Français déplorent environ 2500 pertes. Le ratio est stupéfiant. C'est du 1 pour 7. À une époque où les batailles se gagnent souvent dans des bains de sang partagés, Hohenlinden est une anomalie statistique. C'est une démonstration de maîtrise absolue. Mais la victoire de Hohenlinden ne se mesure pas seulement en chiffres. Elle a brisé quelque chose de bien plus important que des os. Elle a brisé la volonté de l'Autriche. Vienne est en état de choc. Il n'y a plus d'armée pour défendre la capitale. La route est grande ouverte. Moreau, triomphant, avance. Il ne s'arrête pas pour célébrer. Il pousse. Il s'empare de Salzbourg. Il menace directement le cœur de l'empire des Habsbourg. L'empereur d'Autriche n'a plus le choix. Il doit supplier pour la paix. C'est là que réside la grande ironie de cette histoire. Et c'est un point crucial qu'il faut souligner. On apprend à l'école que c'est Marengo qui a apporté la paix. C'est faux. Après Marengo, en juin, la guerre a continué pendant 6 mois. L'Autriche espérait encore. Après Hohenlinden, en décembre, la guerre s'est arrêtée en 3 semaines. C'est le coup de grâce porté par Moreau qui a forcé la signature du traité de Lunéville. C'est Hohenlinden qui a validé les frontières naturelles de la France. C'est Hohenlinden qui a confirmé la suprématie de la République sur les vieilles monarchies. Pourtant, alors que les bulletins de victoire arrivent à Paris, une ombre plane sur les célébrations. Au palais des Tuileries, le premier consul Bonaparte lit les rapports. Son visage est impassible, mais ses yeux trahissent une froideur inquiétante. Il sait que Moreau vient de faire mieux que lui. Il sait que cette victoire est trop parfaite. Elle ne doit rien à la chance, elle ne doit rien au hasard. Elle est le fruit du génie pur. Et pour un homme qui construit sa légende sur l'idée qu'il est l'unique sauveur de la France, l'existence d'un autre héros, d'un héros peut-être plus compétent, est insupportable. La jalousie, ce sentiment humain, trop humain, commence à ronger l'âme du futur empereur. Hohenlinden est le sommet de la gloire de Moreau, mais c'est aussi le début de sa chute. Car dans le nouveau monde qui se construit, il n'y a pas de place pour 2 soleils. Cette rivalité sourde, ce duel d'ego entre les 2 plus grands sabres de la République, va façonner le destin de la France bien plus qu'on ne l'imagine.
car si Moreau est un génie sur le champ de bataille, il est d'une naïveté déconcertante dans l'arène politique. Il pense que sa victoire suffit. Il pense que la gratitude de la nation est un bouclier suffisant. Il a tort. Terriblement tort. Napoléon, lui, a compris que l'histoire ne retient pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on en raconte. Et il tient la plume. Dès les jours qui suivent la bataille, la machine de propagande consulaire se met en marche, subtile, insidieuse. Oh, on célèbre la victoire, bien sûr. On tire des salves de canon aux invalides. Mais on minimise le rôle du chef. On loue la bravoure des soldats. On exalte le sacrifice des subordonnés. On met en avant Richepense, Ney, Descaens. On dilue le génie de Moreau dans la masse. On commence à murmurer que la victoire était inévitable, que l'ennemi était faible, que la neige a tout fait. On retire à Moreau son aura de stratège infaillible pour ne lui laisser que celle d'un bon exécutant. Pire encore, Bonaparte s'approprie les conséquences de Hohenlinden. La paix de Lunéville, fruit direct du triomphe de Moreau, est présentée comme le succès personnel de la diplomatie du premier consul. C'est Napoléon qui signe, c'est Napoléon qui dicte, c'est Napoléon qui pacifie. Moreau, l'homme qui a ouvert la route de Vienne à coups de canon, est relégué au rang de figurant lors des célébrations officielles. Il rentre à Paris non pas en triomphateur romain, mais en général respecté, certes, mais déjà mis sur la touche. Il refuse d'ailleurs de jouer le jeu de la cour, il critique ouvertement l'ambition dévorante de Bonaparte, ce qui ne fait qu'accélérer sa disgrâce. L'effacement de Hohenlinden de notre mémoire collective n'est pas un accident. C'est un assassinat mémoriel prémédité. Napoléon savait que pour asseoir son pouvoir absolu, pour devenir empereur, il devait être l'unique. Il ne pouvait pas tolérer qu'on dise « il y a Bonaparte et il y a Moreau ». Il fallait qu'il n'y ait que Bonaparte. Marengo, avec son scénario dramatique, sa quasi-défaite retournée en miracle, se prêtait bien mieux à la légende romantique du sauveur providentiel que la froide perfection géométrique de Hohenlinden. Marengo disait « J'ai eu de la chance parce que je suis l'élu du destin ». Hohenlinden disait « J'ai gagné parce que je suis meilleur que vous ». La première version flatte l'imagination des foules, la seconde effraie les tyrans. Et pourtant, si l'on regarde froidement les faits militaires, Hohenlinden surpasse Marengo en tout point. À Marengo, Napoléon a dispersé ses forces, sous-estimé l'ennemi et s'est fait surprendre. Il a fallu l'arrivée miraculeuse de Desailles, qui a marché au canon de sa propre initiative pour éviter la catastrophe. À Hohenlinden, Moreau a concentré ses forces, a anticipé chaque mouvement de l'ennemi et l'a piégé. Rien n'a été laissé au hasard. C'est la différence entre un joueur de poker chanceux et un grand maître d'échecs. L'un gagne en tremblant, l'autre gagne en souriant. Mais il y a une autre dimension à cette bataille, une dimension qui résonne particulièrement avec l'esprit de l'héritage de fer. C'est la qualité de l'outil militaire français. Hohenlinden prouve que la Grande Armée n'est pas née ex nihilo en 1805 au camp de Boulogne. Elle est l'héritière directe de cette armée du Rhin, de cette culture de la guerre professionnelle, exigeante, brutale. Les sous-officiers qui ont chargé dans la forêt d'Ebersberg, les capitaines qui ont tenu leur ligne sous la mitraille autrichienne, ce sont eux qui formeront l'ossature des futures victoires de l'Empire. Ce sont eux qui briseront les Russes à Austerlitz, les Prussiens à Iéna. Le savoir-faire tactique, la résilience, la capacité à manœuvrer de manière autonome comme l'a fait Richepense, tout cela est forgé dans le creuset de Hohenlinden. Cette bataille est aussi un rappel cinglant pour nos voisins européens, et particulièrement pour nos amis autrichiens qui ont souvent la mémoire courte. Ils aiment se souvenir de Leipzig ou de Waterloo, des moments où la France était épuisée, submergée par le nombre. Mais ils oublient 1800. Ils oublient qu'à force égale ou même en infériorité numérique, quand le soldat français est commandé par un chef compétent, il est tout simplement intouchable. Hohenlinden
est la démonstration que la Furia française n'est pas un mythe, mais une réalité opérationnelle dévastatrice. C'est la preuve que la France n'a pas besoin de miracles pour vaincre. Elle a juste besoin de laisser ses talents s'exprimer. Il est tragique de penser à ce qu'aurait pu être l'avenir si Moreau et Napoléon avaient pu s'entendre, s'ils avaient pu unir leur génie au lieu de s'opposer. Imaginez une seconde, Napoléon l'empereur politique et stratège global, Moreau le connétable, le bras armé invincible. Quelle coalition aurait pu résister à un tel duo? Mais l'histoire ne s'écrit pas avec des « si ». Moreau finira banni, exilé aux États-Unis avant de revenir en Europe pour mourir bêtement dans les rangs de l'ennemi, un boulet français lui fracassant les jambes, à Dresde en 1813. Une fin triste, indigne de son talent, mais qui ne doit pas nous faire oublier le sommet qu'il a atteint ce jour de décembre 1800. Alors, pourquoi est-il vital aujourd'hui pour nous de se souvenir de Hohenlinden? Ce n'est pas seulement pour rétablir une vérité historique ou pour rendre justice à un homme oublié. C'est parce que cette victoire incarne une certaine idée de la grandeur française qui dépasse les clivages politiques. Que l'on soit bonapartiste ou républicain, Hohenlinden appartient à tous. C'est le triomphe de l'intelligence, du courage et de la compétence. C'est le rappel que notre héritage militaire est riche, complexe, et ne se limite pas à une seule figure, aussi immense soit-elle. Dans un monde où l'on cherche souvent à nous faire baisser la tête, à nous faire douter de notre passé, regarder vers la forêt d'Ebersberg est un remède puissant. C'est voir nos ancêtres dominer les éléments et l'adversité avec une classe magistrale. C'est voir une armée française marcher sur la neige, non pas en victime, mais en prédateur absolu. C'est ressentir cette fierté électrique qui parcourt les chines quand on réalise de quoi nous avons été capables. Hohenlinden n'est pas juste une bataille, c'est un symbole. Le symbole d'une France qui gagne non par hasard, mais par excellence. Une France qui ne subit pas l'histoire, mais qui la fait, violemment, superbement. Et cette leçon gravée dans le sang autrichien et la glace bavaroise, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Napoléon a peut-être réussi à effacer le nom de Moreau des monuments, mais il n'a pas pu effacer la réalité de la victoire. Les faits sont têtus, et les faits disent qu'en l'an 1800, la meilleure armée du monde parlait français, et son plus beau chef-d'œuvre tactique s'appelait Hohenlinden. C'est cette mémoire que nous devons porter. C'est ce flambeau que l'héritage de fer veut raviver. Car connaître ses vraies victoires, c'est se réarmer moralement pour l'avenir. C'est refuser l'oubli. C'est refuser la version simplifiée de l'histoire pour embrasser sa complexité glorieuse. Nous arrivons au terme de cette plongée dans l'enfer blanc. Nous avons vu le piège se refermer. Nous avons entendu le fracas des canons. Nous avons senti la jalousie d'un empereur et le triomphe d'un général. Mais l'histoire militaire de la France est un puits sans fond de bravoure et de génie. Il y a tant d'autres batailles, tant d'autres héros qui dorment dans la poussière des archives, attendant qu'on vienne souffler dessus pour qu'ils s'embrasent à nouveau. Si cette vidéo vous a fait vibrer, si vous avez ressenti cette fierté, alors notre mission est accomplie. Mais ce n'est que le début. Nous avons encore des légendes à briser, des vérités à rétablir et des épopées à raconter. Dites-nous dans les commentaires, quel autre général oublié mérite sa place au panthéon de notre chaîne? Est-ce Lannes, le Roland de l'armée? Est-ce Kléber, le lion d'Égypte? Ou peut-être un héros d'une autre époque? La parole est à vous. Et si vous voulez soutenir ce travail de mémoire, si vous voulez que la voix de la France continue de résonner fort et clair sur YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, partagez et préparez-vous, car l'héritage de fer ne fait que commencer. À la prochaine, pour une nouvelle page de gloire. Mais cette victoire ne s'arrête pas à la chute d'un homme ou à la jalousie d'un autre. Si l'on gratte le vernis de l'histoire officielle pour toucher l'acier de la réalité militaire,
Hohenlinden nous enseigne une leçon encore plus profonde sur la nature même de la guerre et sur ce qui séparait radicalement la France de ses voisins. Regardons de plus près ce qui s'est réellement passé dans la tête de l'ennemi. Car pour comprendre la grandeur de l'armée du Rhin, il faut mesurer la profondeur de la bêtise autrichienne. C'est ici que le mythe de la puissance des vieilles monarchies s'effondre. L'archiduc Jean et son mentor Weyrother représentaient la quintessence de l'Ancien Régime. Arrogants, rigides, obsédés par des théories géométriques apprises dans des livres poussiéreux, mais totalement déconnectés du terrain. Ils ont marché au combat comme on marche à la parade. Ils pensaient que la guerre était une science exacte, que si l'on alignait X bataillons sur une carte, la victoire était mathématique. Moreau et ses hommes, eux, pratiquaient la guerre comme un art vivant, brutal et opportuniste. La grande différence, le véritable secret de cette victoire, c'est l'autonomie. Dans l'armée autrichienne, un général de division attend les ordres. Si l'ordre ne vient pas, il s'arrête, il ne bouge pas, il se laisse massacrer plutôt que de prendre une initiative qui pourrait déplaire à la cour de Vienne. C'est une armée d'automates. En face, regardez Richepanse. Coupé de son chef, perdu dans la neige, il n'a pas attendu un courrier. Il a lu la bataille. Il a compris l'intention. Il a agi. C'est cette intelligence collective, cette capacité du soldat français, du simple caporal au général de division, à penser par lui-même, qui a tétanisé l'Europe. À Hohenlinden, ce n'est pas seulement une armée qui en a battu une autre, c'est le monde moderne, fluide, rapide, méritocratique, qui a écrasé le vieux monde féodal, lent et hiérarchique. Et le choc psychologique fut dévastateur. Imaginez l'état de l'archiduc Jean ce soir-là. Il était parti le matin même en conquérant, persuadé de dîner à Munich. Le soir, il fuyait à bride abattue, abandonnant sa carrosse, son argenterie et ses archives secrètes dans la boue. Les hussards français, en pillant les bagages de l'état-major autrichien, ont trouvé les plans de la campagne, les corresponds